Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Evergreen. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Horrible Guild et qui vient tout juste d'être localisé en français par Gigamic. On veut d'ailleurs remercier Horrible Guild de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Hjalmar Ack qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est un jeu principalement de draft de cartes et de puzzle dans lequel on va construire une planète et on va faire pousser des arbres sur cette planète-là et on va tenter de les positionner aux endroits pour marquer le plus de points de victoire, notamment avec la lumière, avec la plus grande forêt, mais aussi dans les biomes qui vont valoir le plus de points selon la fertilité qui, elle, va se déterminer dans la partie par les cartes qui ne seront pas choisies à chacune des manches. Alors, Evergreen, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de février 2023. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, chacun des joueurs va se prendre un plateau planète qu'il va placer devant lui et il va se prendre un marqueur soleil qu'il va placer dans l'emplacement du haut de son plateau personnel. On va ensuite se prendre 9 marqueurs cylindriques et on va en placer un dans le haut de la piste des saisons qui vont représenter les manches de la partie. On va en placer un sur la case 0 de la piste de score qui est autour de la planète. On va en placer un sur la piste 0 pour les pistes de score additionnelles lorsqu'on aura fait le tour de la piste de score principale. On va en placer ensuite un sur chacune des 6 pistes pouvoir dans le haut du plateau. Donc les joueurs pourront progresser sur ces pistes tout au long de la partie pour gagner différents avantages. Par la suite, on va déterminer un premier joueur au hasard et il va recevoir le marqueur premier joueur. Le premier joueur va débuter la partie avec 0 point de victoire, alors que le deuxième joueur va commencer avec 1 point de victoire. Donc, il va pouvoir déplacer son marqueur de 1 sur la piste de score. On va former une réserve avec les différents jetons. On a les jetons de lac, les jetons de buisson, les jetons de pousse, les jetons d'arbuste et les jetons d'arbres. On va former une pioche avec les cartes biomes et on va ensuite en révéler jusqu'à temps qu'on ait un total de 5 symboles de fertilité et plus. Ce sont les symboles avec les étoiles et donc ici on en a 4. Donc on continue à révéler des cartes. Ici on arrive à un total de 6. On en a donc 5 et plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les cartes qui ont des symboles de fertilité dans la zone de fertilité qui est dans le bas. Ce sont des cartes qui vont influencer le scoring à la fin de la partie. Et les autres cartes qui n'avaient pas de symbole de fertilité seront replacées et remélangées pour former la pioche pour la partie. Une partie de Evergreen se joue en 4 manches qui sont représentées par les 4 saisons et qui sont respectivement de 5, 4, 3 et 2 tours de jeu chacune. À chaque tour de jeu, on va aller révéler un certain nombre de cartes, une de plus que le nombre de joueurs, et ce sont les cartes disponibles pour les joueurs. En commençant par le premier joueur, il va se choisir une des cartes parmi celles disponibles dans la rivière. La carte va lui donner la possibilité de faire son action dans le biome qui correspond à la couleur de sa carte. Et ensuite, il va aussi y avoir une icône de pouvoir bonus qui sera associée à une des 6 pistes dans le haut. Il pourra progresser sur cette piste et aussi faire le pouvoir bonus n'importe où sur sa planète. À chaque tour, la carte qui n'est pas choisie par les joueurs sera déplacée dans la zone de fertilité et les icônes de fertilité sur ces cartes pourront influencer le scoring à la fin de la partie. À la fin de chaque saison, on va aussi faire des points selon la position du soleil. Donc le soleil va s'en aller dans la direction où il est placé sur notre plateau, vers nos arbres, et il va frapper certains des arbres, ce qui pourra aussi nous donner des points de victoire. Mais attention, les arbres vont aussi faire de l'ombre, donc ils pourraient cacher d'autres arbres et les empêcher de recevoir de la lumière. De plus, on fera aussi un point de victoire par arbre qui va se retrouver dans notre plus grande forêt de notre plateau personnel.
Et on va continuer ici à jouer les 4 saisons et à la fin de la 4e saison, ça va déclencher la fin de la partie. On aura le décompte final des points qui sera influencé par les cartes qu'on aura accumulées tout au long de la partie dans la zone de fertilité. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chacun des tours de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est le choix de cartes. Premièrement, on va constituer une rivière de cartes biome en retournant des cartes égales au nombre de joueurs plus 1. Donc, comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va retourner un total de 3 cartes pour construire la rivière de cartes disponible pour ce tour. Ensuite, en commençant par le premier joueur, celui qui est en possession du marqueur premier joueur, il va se choisir une des cartes disponibles dans la rivière et il va aller placer cette carte devant lui. Une fois qu'il a choisi sa carte, il va aller placer le marqueur premier joueur sur la carte restante la plus à gauche, donc celle qui est le plus près de la pioche. Et on passe ensuite au deuxième joueur qui va choisir une des 2 cartes restantes. S'il choisit la carte qui possède le marqueur premier joueur, il deviendra le premier joueur pour le prochain tour de jeu. S'il choisit l'autre carte, par contre, le marqueur premier joueur va retourner à celui qui l'avait. Il va donc décider d'aller prendre cette carte, en plus que c'est une carte Joker, et il va devenir aussi premier joueur au prochain tour de jeu. À chaque tour de jeu, il y a donc une carte qui ne sera pas choisie par aucun joueur et cette carte sera ajoutée dans la zone de fertilité. Il y a 3 effets possibles pour cette carte. Si elle possède des icônes de fertilité dans le haut, comme c'est le cas de cette carte, elle va tout simplement être ajoutée par-dessus les cartes du même biome dans la zone de fertilité, laissant visibles tous ces icônes puisqu'ils vont rapporter des points de victoire pour chaque arbre qui va se retrouver dans ce biome à la fin de la partie. Si la carte qui n'est pas choisie par aucun joueur possède à la place un symbole d'aridité avec le triangle et la tête de mort, à ce moment-là, cette carte va aussi s'ajouter à la zone de fertilité, mais elle va s'ajouter en retournant la dernière carte face cachée, neutralisant ici ces icônes de fertilité qui ne seront pas pris en compte dans le score final. Et si la carte qui n'est pas choisie par aucun joueur n'a aucun symbole de fertilité ni aucun symbole d'aridité, elle sera tout simplement défaussée et elle ne sera pas ajoutée à la zone de fertilité. La deuxième phase est la phase action et pouvoir et dans cette phase, les joueurs vont jouer de façon simultanée tous en même temps. C'est la carte biome qu'on a choisie pour ce tour de jeu qui va dicter où on peut faire notre action sur notre plateau planète et elle va aussi nous donner l'icône du pouvoir bonus qu'on va pouvoir utiliser dans ce tour de jeu. Les joueurs peuvent effectuer leur action ou leur pouvoir bonus dans l'ordre de leur choix. Donc on peut commencer par notre action, la terminer et ensuite effectuer le pouvoir bonus ou on peut faire le pouvoir bonus en entier avant de faire notre action. Regardons tout d'abord comment fonctionne notre action. Elle est liée à la carte qu'on vient de choisir, donc on devra faire notre action dans le biome qui est représenté par la carte. Donc les biomes représentent les 6 zones d'environnement qui sont sur notre planète. Et ici on a une carte d'hiver, donc je vais pouvoir faire mon action dans la zone d'hiver de ma planète. Nous avons le choix de 4 actions. Et elles sont décrites dans le bas de notre plateau principal par les lettres A, B, C et D. Ce sont des combinaisons de 2 effets qui vont pouvoir se faire. Pour l'action A, on voit qu'il y a 3 icônes pour l'action de planter des pousses. Donc on va pouvoir aller placer 3 jetons de pousses dans la zone qui est représentée par notre biome. Donc ici dans la zone d'hiver, on peut seulement les placer sur des cases qui sont libres. Donc et elles ne sont pas obligées d'être adjacentes les unes avec les autres. Donc je pourrais les placer dans cette configuration par exemple. Pour l'action B, on voit qu'il y a 2 icônes de croissance, donc je peux appliquer une croissance sur 2 espaces de la zone d'hiver pour pouvoir soit transformer une pousse en arbuste ou bien transformer un arbuste en arbre. On ne peut pas appliquer nos 2 effets de croissance sur le même espace de notre plateau, ça doit être obligatoirement 2 espaces différents. Donc, si mon plateau était comme ça et que je faisais l'action B, je pourrais faire grandir la pousse qui est ici pour qu'elle devienne un arbuste et je pourrais faire grandir la pousse qui est là pour qu'elle devienne elle aussi un arbuste. Pour l'action C, on voit qu'il y a un icône de planter un pouce et un icône de croissance. Donc, je peux faire chaque effet une fois, mais je ne peux pas appliquer ces 2 effets sur le même espace. Donc, je vais pouvoir placer une pousse en hiver et je pourrais faire une croissance. Je pourrais le faire sur l'arbuste qui est là et il va devenir un arbre.
Et la dernière option pour notre action, c'est l'action D, qui va me permettre de faire soit de planter une pousse, soit de faire une croissance, mais je n'aurai pas à respecter la restriction de la carte biome que j'ai choisie. Donc, je pourrais faire cet effet n'importe où sur ma planète. Donc, par exemple, je pourrais décider d'aller placer une pousse dans le marais. Donc ici, on vient de vous montrer les 4 actions possibles, une à la suite de l'autre, mais évidemment, à notre tour de jeu, on va seulement choisir une des 4 options entre A, B, C ou D. On doit toujours commencer par placer des pousses et ensuite les pousses vont pouvoir croître pour devenir des arbustes et ensuite les arbustes vont pouvoir devenir des arbres. On ne peut jamais sauter d'étape, on doit y aller une étape à la fois. Si on a recruté une carte Joker pour notre tour de jeu, cela veut dire qu'on peut faire notre action dans n'importe quel des 6 biomes de notre planète et on pourrait même séparer notre action dans plusieurs biomes différents. Donc, si je choisissais l'action A, je pourrais aller faire 3 actions de planter des pousses, une dans la montagne, je pourrais en mettre une dans le marais et une dans la prairie, par exemple. Maintenant, regardons les effets possibles pour les pouvoirs bonus que les cartes vont nous conférer. Chaque pouvoir bonus est représenté sur une piste dans le haut de notre plateau planète. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller avancer la piste qui correspond à l'icône qui est sur notre carte. Donc ici, c'est l'icône du bourgeon. Je vais donc avancer ce pouvoir de 1 cran vers la droite. Ensuite, je vais appliquer l'effet du pouvoir selon le chiffre qui est inscrit à l'emplacement où se trouve mon marqueur cylindrique. Donc plus je fais de fois le même pouvoir, plus il va devenir puissant. Pour le bourgeon, c'est simplement de gagner des points de victoire. Donc ici, il est de niveau 1. Je vais donc gagner 1 point de victoire. Je vais avancer d'1 sur la piste de score. Si j'ai une carte avec l'icône d'une pousse, je vais avancer sur cette piste. Donc ici, on voit que le premier niveau est à 2 et ça va me permettre d'aller placer 2 pouces. Lorsqu'on fait l'effet des pouvoirs bonus, on n'est jamais restreint au biome de la carte. Donc je peux toujours appliquer leur effet n'importe où sur mon plateau planète. Donc je pourrais placer une pousse par exemple dans la montagne et une dans le marais. Et les prochaines fois que je vais faire ce pouvoir, je vais éventuellement me rendre à 3 et 4 pouces que je pourrais placer d'un seul coup. Pour les cartes avec un symbole d'arbuste, premièrement, on va aller avancer la piste qui correspond à cette icône. On voit que le premier niveau du pouvoir est de le faire une seule fois. Ça va nous permettre de remplacer n'importe quel pouce sur notre plateau par un arbuste. Donc, je pourrais remplacer celle-ci par un arbuste. On pourra éventuellement le faire 2 et 3 fois en avançant sur la piste. Pour les cartes avec une icône d'arbre, on va avancer sur la piste correspondante. Le niveau 1, on peut faire le pouvoir une fois. Et ça va nous permettre de remplacer n'importe quel arbuste par un arbre. On pourra éventuellement le faire 2 fois lorsqu'on va être au bout de cette piste. Pour l'icône du lac, on va pouvoir avancer sur la piste correspondante. On voit ici que le premier niveau, on le fait une seule fois. Ça va nous permettre d'aller placer un petit jeton de lac dans un espace vide de notre plateau planète et on va pouvoir par la suite faire un effet de croissance sur 2 espaces qui sont adjacents orthogonalement à notre lac. Donc ici, je l'ai placé entre 2 pouces. Je pourrais donc faire un effet de croissance sur chacune de mes pouces et elles vont devenir 2 arbustes. On pourra éventuellement faire cet effet 2 fois si on est au bout de la piste. Et pour le dernier pouvoir bonus, on a l'icône du buisson. On va donc avancer sur sa piste. On voit que le premier niveau, on va aller placer un jeton de buisson sur le plateau dans un espace libre. Les buissons ne comptent pas comme des arbres. Ils ne feront pas de lumière ni d'ombre à la fin de la saison, mais vont compter comme un dans la forêt la plus grande qui va marquer des points à la fin de chaque saison. Donc ça pourrait nous permettre de lier plusieurs forêts entre elles pour avoir une plus grosse forêt principale. On pourra éventuellement placer 2 buissons lorsqu'on sera au bout de la piste de ce pouvoir. Lorsque tous les joueurs ont terminé d'appliquer l'effet de leur pouvoir ainsi que de leur action, ça va mettre fin à cette phase et on va passer à la 3e phase qui est la fin de tour. On va tout simplement vérifier sur la piste des saisons si on a atteint le nombre de tours pour la saison en cours. Donc ici, la première saison va se jouer en 5 tours. On va donc compter le nombre de cartes qui sont devant nous. Si on a atteint 5, on va passer à la fin de la saison. Et on voit que ce n'est pas le cas présentement puisqu'on a seulement une carte. On vient de jouer notre premier tour de jeu. À ce moment-là, on va tout simplement commencer un nouveau tour de jeu. Comme on arrive à la fin de notre 5e tour, et c'est le nombre de tours maximum pour cette saison, ça va déclencher la fin de la saison. Il y a 2 choses qui vont scorer à la fin de chaque saison. Premièrement, on va aller collecter la lumière de nos arbres. Donc, le soleil est placé en position en haut de notre plateau
pour la première saison, c'est-à-dire que ces rayons du soleil vont partir du haut et vont aller vers le bas en ligne droite, et tous les arbres qui seront frappés par la lumière vont marquer des points. Les arbustes vont marquer 1 point s'ils sont frappés par la lumière, et les arbres vont marquer 2 points. Les buissons ne feront pas de points, même chose pour les pousses et les lacs. Par contre, les arbres et les arbustes vont faire de l'ombre, ce qui pourrait cacher d'autres arbres ou arbustes et les empêcher de recevoir de la lumière et de marquer des points. Les arbustes vont faire une ombre qui va être égale à une case derrière eux, donc en direction des rayons de soleil. Donc mes rayons s'en vont vers le bas. Donc l'arbuste qui est là va faire de l'ombre sur la case qui est derrière lui, donc il n'y a rien dans cette case. Et celui-ci va faire de l'ombre sur la case qui est derrière lui. Même chose avec les gros arbres, sauf qu'eux vont faire de l'ombre sur les 2 cases qui sont derrière eux. Donc les 2 buissons qui sont ici sont dans l'ombre, mais ce n'est pas grave parce qu'ils ne ramassent jamais de lumière de toute façon. Et celui-ci va faire de l'ombre sur la case qui est en arrière de lui, puisqu'il est sur le bord du plateau. Si jamais un arbuste ou un arbre est dans l'ombre d'un autre, à ce moment-là, il ne fera pas ses points de lumière s'il est dans l'ombre d'un arbre qui est aussi gros ou plus gros que lui. Par exemple, si j'avais un arbre qui est ici, donc il va faire de l'ombre sur les 2 cases derrière lui, et l'arbuste qui est là se retrouve dans son ombre, donc il est dans l'ombre d'un arbre qui est plus grand que lui, donc il sera caché de la lumière. Si j'avais un arbuste qui se trouvait entre les 2 que j'ai déjà sur mon plateau, bien, le premier arbuste va faire de l'ombre au deuxième, donc lui ne fera pas sa lumière, et le deuxième va faire de l'ombre au troisième, qui lui ne fera pas non plus sa lumière, donc juste le premier qui serait frappé par la lumière dans cette situation. Et si c'était un arbre qui était placé entre mes 2 arbustes, donc la lumière va frapper le premier arbuste, qui va faire 1 point. Il va faire de l'ombre d'une case sur l'arbre, mais comme l'arbre est plus grand, il n'est pas affecté par son ombre, donc il sera frappé par la lumière pour 2 points. Mais lui va faire de l'ombre sur les 2 cases derrière lui, et cet arbuste va être dans l'ombre d'un arbre qui est plus grand que lui, donc ne recevra pas de lumière. Dans ma situation, tous mes arbres et tous mes arbustes sont atteints par la lumière d'une personne qui est cachée dans l'ombre. Donc je marquerai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc je vais avancer à 8 points au total. Ensuite, on va marquer 1 point par pièce qui se trouve dans notre forêt principale, c'est-à-dire la zone où on a le plus d'arbres, d'arbustes et de buissons qui sont adjacents orthogonalement entre eux. Présentement, ce sont la zone qui est là. Dans le fond, les 4 pièces qui sont là sont adjacentes orthogonalement. Ce sont des buissons, des arbustes et des arbres. Donc, ma plus grande forêt a 4 pièces dedans. Je vais donc marquer 4 points et ça va me faire un total de 12 pour l'instant. Une fois qu'on a fait les 2 scorings de fin de saison, on va procéder au changement de saison. Premièrement, on va descendre le marqueur des saisons sur la prochaine saison, qui on voit va être seulement de 4 tours de jeu. On va ensuite défausser toutes les cartes biomes qu'on avait choisies dans cette saison. Et on va ensuite déplacer le soleil dans le sens horaire au prochain emplacement de notre plateau planète. Donc, à la fin de cette saison, le soleil va provenir dans cette direction, ce qui va changer la dynamique des points de soleil qu'on va pouvoir marquer. Et on va continuer la partie. On va jouer la 2e saison qui dure 4 tours de jeu, ensuite la 3e saison qui dure 3 tours, et la 4e saison qui dure seulement 2 tours de jeu. À la fin de la 4e saison, on va passer au décompte final des points. À la fin de la partie, on va scorer des points pour chaque jeton d'arbres, donc les gros arbres, donc les arbustes ne scorent pas. Et le nombre de points qu'ils vont faire sera déterminé par la fertilité de leur biome selon ce qu'on a accumulé dans la zone de fertilité pendant toute la partie. Par exemple, dans le marais, il y a 3 icônes de fertilité. Donc, chacun de mes arbres qui est ici va marquer 3 points. J'en ai 2, donc je vais faire 6 points. Dans les champs, pour les arbres dans les champs, ils vont valoir 2 points chacun. Je n'en ai pas. Pour les arbres dans les montagnes, 5 points chacun, je n'en ai pas non plus. Pour ceux ici dans la zone orange, 4 points chacun. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc 4 x 4, ça me fait 16 points. Pour ceux dans la prairie, 2 points chacun, je n'en ai pas. Et pour ceux dans l'hiver, dans la neige, j'ai 4 points par arbre. J'en ai 1, 2, 3. Donc 3 x 4, ça me fait 12 points. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré. Et on va ajuster notre score avec la piste de points autour de notre plateau. À chaque fois qu'on va faire le tour de la piste, on va avancer de 1 ici sur la piste par tranche de 50 pour pouvoir calculer notre score final.
Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est en possession du marqueur premier joueur à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Sinon, ça va être le premier dans l'ordre de tour de jeu à partir du premier joueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Evergreen. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Evergreen? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, c'est une super belle production. On a évidemment des beaux plateaux double couche. On aime toujours ça. C'est très plaisant de pouvoir placer toutes les pièces de bois dessus. Les pistes aussi pour les points, les pouvoirs. Donc c'est très bien organisé en plus d'être fonctionnel. Puis l'iconographie du jeu qui est vraiment très claire. Le visuel des cartes, c'est quand même un beau visuel, donc ça fait très nature, très zen en fait comme thème de jeu. Les thèmes nature, c'est toujours des choses que j'apprécie. J'avais bien aimé Photosynthesis, qui était d'ailleurs du même auteur que Evergreen, et on voit qu'il a repris certains de ses concepts à l'intérieur de celui-là, mais que c'est quand même deux jeux qui sont assez différents dans leur dynamique, même si les deux ont le concept de faire pousser des arbres, puis le concept de la lumière et de l'ombre, mais à part de ça, ça reste deux jeux mécaniquement qui sont très différents les uns des autres. C'est un jeu qui est très simple, donc il n'y a pas beaucoup de règles, c'est facile à embarquer, ça joue aussi rapidement, c'est un 45 minutes, puis ça change pas vraiment grand chose sur le temps de jeu si on joue à 2 ou si on joue à 4. Donc pour moi, je l'ai essayé à 2, à 3, à 4 joueurs, ça a vraiment roulé très bien, puis la dynamique était quand même intéressante à tous les comptes de joueurs. Il y a même un mode solo à l'intérieur du jeu, ça simule un peu une partie à 2 joueurs. L'automa ne se construit pas un plateau, l'automa va juste enlever des cartes dans le fond pour le draft, pour remettre une tension sur vos décisions, quelle carte choisir puis quelle carte laisser pour aller dans la fertilité. Donc l'automa va faire ça, puis après ça, ben, ça va être d'avoir un certain nombre de points, et selon le nombre de points que vous faites, ben, là, vous allez avoir un qualificatif dans un tableau. Donc un genre de beat your score si on veut, mais qui va te donner la même sensation que si tu jouais à quelqu'un, vu qu'il va avoir une priorité dans lesquelles cartes il va prendre, il va laisser, fait que ça va influencer tes choix, fait que ça c'est quand même intéressant. Fait que pour des petits jeux puzzle, d'avoir pensé à ça, c'est quand même très bien. C'est un jeu qui est totalement indépendant de la langue, donc c'est la version anglaise que vous avez vue pendant la vidéo. Il n'y a aucun texte sur les cartes, sur le plateau, donc c'est vraiment juste des symboles qui sont assez simples. Il y en a 6-7 à connaître, donc c'est pas très compliqué non plus. Fait que c'est vraiment bien fait, il y a juste le livret de règles qui est en anglais, mais ça fait qu'il est quand même accessible, même si la version française s'en vient. Là, je pense qu'elle vient justement d'arriver en Europe, fait qu'elle devrait arriver ici éventuellement dans quelques 1 ou 2 mois. Au Québec, mais bon, pour l'instant la version anglaise est disponible ici, puis est quand même seulement 50$ en magasin, ce qui est quand même très bon pour ce que vous allez avoir comme matériel à l'intérieur de la boîte. Fait que c'est vraiment un bon prix pour la version anglaise présentement, donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler pour la version française. Le petit puzzle de construction d'arbres, de faire pousser ces arbres, les positionner aux bons endroits pour avoir la lumière à la fin de la ronde, pour essayer de faire plus de points que ça, pour essayer de grandir notre forêt, essayer de marquer des points avec ça. Donc il y a plusieurs petits objectifs qui vont nous faire marquer des points. Il y a aussi la fin de la partie où on va marquer des points pour nos gros arbres, fait qu'on va essayer d'en placer le plus dans les endroits qui sont le plus payants. Donc tout ce côté-là de puzzle, de placer nos affaires, de les faire pousser, de les faire évoluer sur notre plateau, c'est super intéressant, mais si c'était juste ça le jeu, il manquerait vraiment un petit quelque chose, et ce qui fait que ça l'élève à un jeu qui est vraiment meilleur, je pense, c'est vraiment la dynamique du draft de cartes. Donc c'est vraiment un bon jeu de draft qui va justement poser des dilemmes aux joueurs, le fait de choisis-tu cette carte-là parce que je veux aller jouer dans ce biome-là, mais si je veux pas vraiment le pouvoir qui est là, mais en même temps si je le laisse à l'autre joueur, lui il est au bout de la piste de ce pouvoir-là, fait qu'il va le faire vraiment plusieurs fois. C'est vraiment bon, fait que je veux pas nécessairement y laisser cette carte-là, mais si je prends pas cette carte-là, peut-être que cette carte-là va se ramasser dans la fertilité, puis ça va cacher 3 symboles, puis ça va faire que mes arbres, chacun de mes 3 arbres que j'ai déjà va avoir 3 points de moins. Fait que c'est vraiment intéressant, toute la dynamique autour du draft. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que c'est pas juste le choix de la carte qui est important, mais aussi le choix de la carte qu'on ne prend pas, qui a vraiment un gros poids pour la partie, puis qui va avoir une conséquence pour tous les joueurs, parce que ça influence le scoring de finale de tout le monde. Fait que ça, c'est le fun dans un draft, que ça laisse quand même un choix qui est intéressant au dernier joueur. Donc celui qui joue en dernier va avoir une décision importante à prendre, parce que oui, il va un choix de 2 cartes, mais en même temps, la carte qu'il prend pas va avoir un impact sur le scoring parce qu'elle s'en va dans la fertilité. Fait que je veux-tu que telle zone soit plus payante parce que moi j'ai déjà des arbres dedans, ou je veux pas nécessairement que lui qui a déjà 4 arbres dans une zone, ça soit plus payant, fait que je vais prendre cette carte-là à la place. Fait que c'est vraiment une belle dynamique intéressante, puis on sent qu'il y a un impact des joueurs sur nos décisions ont un impact en fait sur le jeu, puis sur ce qui va se passer. Fait que ça, c'est vraiment le fun.
Et j'aime beaucoup aussi la dynamique des pouvoirs, donc les petites pistes de pouvoir, le fait que si on reprend un même pouvoir plusieurs fois, il devient de plus en plus efficace. Fait qu'on peut un peu se spécialiser dans certains pouvoirs pour les rendre vraiment forts. Puis ça va faire évidemment que les joueurs vont regarder ça, puis ils vont peut-être moins nous laisser ces cartes-là. Fait que ça va rajouter une certaine tension dans le draft. Fait que ça aussi, c'est vraiment très le fun. Puis les pouvoirs aussi, ils donnent une belle versatilité parce que tu peux les faire n'importe où sur ton plateau. T'es pas contraint de les faire dans le biome de la carte que tu as choisi, contrairement à ton action principale. Pour les côtés négatifs, au niveau du matériel, on a essayé de faire un insert qui est plus ou moins pratique. Donc on a des espèces de séparateurs comme ça, de carton. Fait qu'on vous suggère de laisser les pièces comme dans chaque compartiment, fait que t'as pas de mise en place à faire, mais au final, ces trucs-là, c'est pas assez solide, puis ça fait que les pièces vont se promener en dessous puis changer de compartiment, fait que je me dis tant qu'à faire un insert à moitié ou si bien pas en faire ou essayer de faire de quoi d'un peu mieux, fait que c'est pas super bien réussi à ce niveau-là. Sinon, je me pose des petites questions peut-être sur la variabilité dans le jeu. Donc, j'aurais aimé peut-être certains éléments qui vont ajouter un petit peu de piquant dans les parties. Peut-être d'avoir fait 2-3 petits modules qu'on peut ajouter dans une partie pour ajouter un petit élément ou un petit scoring différent, un petit objectif caché. Peut-être qu'on aurait pu essayer de faire plusieurs plateaux. Évidemment que les plateaux double couche, c'est pas quelque chose qui était super évident à faire non plus. Donc d'avoir un plateau recto-verso, je sais pas, d'avoir une autre configuration ou d'avoir c'est ça. Les petits modules, je pense avec des petites règles de plus, ça aurait été des choses intéressantes parce que ça reste un jeu qui est quand même très accessible. Fait que si on veut le pousser un peu plus loin, ça pourrait être intéressant d'avoir ces options-là de disponibles. Somme toute, Evergreen, je vais lui donner une note de A-. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un excellent jeu. Je trouve que c'est une belle évolution par rapport à ce qu'il nous avait offert dans Photosynthesis. On est allé dans le plus simple encore, mais on a vraiment mis l'accent sur le draft et les décisions qui sont intéressantes par rapport à ça. Parce que le choix d'une carte peut avoir plusieurs impacts, ça va influencer mon action où je peux la faire, ça va influencer le pouvoir bonus que je veux pouvoir faire et la piste que je peux avancer, puis ça va influencer aussi le scoring de fin de partie, parce que si une carte n'est pas choisie, elle va s'en aller dans la zone de fertilité et ça va avoir un impact à ce niveau-là. Fait que ça donne un beau contrôle aux joueurs sur ce qui va se passer dans la partie et une décision intéressante pour celui qui choisit la dernière carte, ce qui est quand même assez rare dans un jeu de draft. Généralement, quand tu es dernier, tu n'as plus beaucoup de choix puis c'est pas vraiment le fun, mais là, le choix est super intéressant pour le dernier joueur. Fait que des fois, tu veux quasiment être le dernier joueur pour justement choisir la carte qui ne sera pas choisie. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun. Puis ça reste que le système de règles est super accessible. Ça peut être un jeu qui est familial, mais ça peut être un bon jeu puzzle stratégique pour ceux qui aiment ce genre-là. Ça a un feeling quand même de jeu abstrait, on se le cachera pas. Oui, on a un beau thème nature qui est bien enveloppé là-dedans, puis je trouve ça zen, je trouve ça le fun. Mais ça reste que c'est un jeu de placement, puis un jeu un peu abstrait. On change des jetons pour d'autres, puis on les fait évoluer, puis on essaie de scorer selon la position où ils sont placés. Mais ça reste du gameplay pour moi que je trouve le fun. C'est le genre de jeu puzzle que j'aime bien habituellement. Fait qu'encore une fois, je pense qu'ils ont fait une très belle job d'édition avec le jeu, les plateaux double couche aussi. Donc vraiment une belle expérience avec Evergreen que j'avais vraiment hâte d'essayer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de février 2023, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Subterra 2. La question de jour est la suivante: quel est votre jeu à thématique nature favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi plutôt une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous supporter, si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez aller sur notre page Patreon pour aussi avoir accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.